La première histoire, la sphère des Betz, reflète très bien ce qu'est pour moi une anomalie anti-réelle, ou du moins la définition que j'en ai. Une sphère de métal de 20 cm et pesant 10 kg, alimentant à ce jour plusieurs théories du complot. Pour la petite histoire, le 27 mars 1974, la famille Betz, Antoine et Jerry ainsi que leur fils Terry, sont attirés par un feu dans la brousse près de leur résidence à cause de la fumée qui s'en échappait. Après vérification, ils reviennent avec une sphère de métal de 10 kg, en pensant naïvement que c'était sûrement un boulet de canon d'époque laissé là. Ça avait peut-être de la valeur, du coup ils l'ont ramené chez eux, sait-on jamais. Ensuite, durant les jours qui suivent, la famille continue leur vie normalement, jusqu'à ce que la sphère se mette à émettre un son pulsant en réaction à la guitare de Terry lorsque ce dernier était en train de jouer. Bizarre. Mieux encore, la sphère se met à bouger toute seule, à s'arrêter, à changer de direction toute seule dans n'importe quelle direction, et à se stopper net. La famille se pose alors quelques questions, ce qui est normal, mais ils sont pas plus alertés que ça parce que le père le range juste dans une boîte qu'il ressort pour montrer à des amis. Et donc, comme j'avais dit, Antoine, le père de la famille, la sort juste pour la montrer à ses amis et ça paie pas de mine parce que la boule se met à bouger toute seule devant énormément de témoins et même elle se met à suivre des personnes qui sont en train de marcher. Donc comme si c'était un petit animal de compagnie. La famille Betz décide alors logiquement de contacter les journaux pour en parler et se retrouve sous le feu des projecteurs puisque pour l'opinion publique, cette sphère est une sphère extraterrestre, expliquant donc pourquoi elle bouge toute seule et pourquoi ils l'ont retrouvée dans un incendie. Après tout, elle est peut-être tombée du ciel, on n'en sait rien. Par la suite, les chercheurs Carl Williston et James Harder auraient examiné la sphère sans rien en conclure, et l'US Navy, qui aurait écouté les bruits qui courent, aurait ensuite repris l'affaire. Après plusieurs tests, la boule serait en fait un alliage ferreux résistant à la corrosion et au feu, résisterait à 22 tonnes par centimètre carré, ça fait beaucoup, et aurait 4 pôles magnétiques différents en son intérieur. Et en plus de ça, parce que oui c'est pas terminé, les rayons X révéleraient qu'il y aurait 2 boules entourées d'un halo lumineux à l'intérieur, expliquant alors les mouvements bizarres, parce que oui physiquement quand on a un objet qui roule dans un autre objet qui roule, et ça va forcément l'impacter lorsqu'on va le lancer sur le sol et avoir des trajectoires qui sont assez étranges. Du coup, l'US Navy a conclu que la sphère ne bougeait simplement que lorsque l'on s'amusait avec, et que les mouvements seraient dus aux inclinaisons différentes sur le sol de la maison des Betz. Suite à ça, un artiste passionné de sculpture du nom de James Darling Jones aurait clamé être le créateur de cette sphère, qui serait tombé de son van lorsqu'il passait pas loin de leur ville, et l'incendie aurait juste révélé la sphère à la famille par pure coïncidence. Et c'est tout ce qu'on a comme information sur cette fameuse sphère, parce que de toute manière, la famille Betz a disparu des radars en emmenant cette fameuse sphère avec eux, à moins que ça ne soit l'inverse. Cet événement a eu lieu le 1er janvier 1959 sur le versant ouest du mont Cholatchiakl, qui signifie montagne morte pour être bien dans l'ambiance, et si je vous en parle, c'est que ce dernier a entraîné la mort de 9 randonneurs, dont feu le chef de groupe Igor Dyatlov, à qui on doit le nom de cette affaire, et personne ne sait ce qui s'est passé là-haut puisqu'il n'y a aucun survivant. Pour vous donner quelques détails sur cette affaire, les 9 randonneurs étaient des étudiants de Polytechnique, très expérimentés dans le domaine de la montagne, et savaient qu'ils s'aventuraient sur un chemin de niveau 3, le niveau le plus élevé en matière de randonnée. Ils étaient très prudents et prévoyants sur le chemin, mais ont fini par dévier sur le versant ouest de la montagne à cause d'un blizzard. D'après les enquêteurs soviétiques, les randonneurs auraient bivouaqué sur le versant ouest de la montagne dans la nuit du 1er au 2 janvier, mais quelque chose durant la nuit les aurait poussés à quitter furieusement leur tente en urgence, parce qu'en effet, les toiles des tentes étaient complètement déchirées de l'intérieur et les randonneurs seraient sortis dans la neige sans leurs chaussures, à moins 30 degrés Celsius, et seraient même éparpillés dans un rayon de 1,5 km autour de leur tente, puisque c'est là qu'on a retrouvé les cadavres. Et oui d'ailleurs, parlons des cadavres, parce que c'est vraiment ça qui rend l'affaire complètement bizarre, parce que si des membres du groupe sont morts d'hypothermie dans la neige en quelques heures, alors qu'ils étaient pas loin de leur tente, après c'est normal jusque là parce qu'il y avait le blizzard, mais par contre, ils ont été retrouvés près d'un feu de camp à 1,5 km des tentes, 3 près du feu qu'ils avaient essayé de faire pour se réchauffer, et 3 essayant de remonter à la tente en mourant sur le chemin, dont Dyatlov. Sans compter qu'un d'entre eux a le nez cassé et le cou déformé après sa mort, comme si son corps avait dû supporter une pression trop grande. Un autre a une brûlure sur la jambe, comme s'il s'était rapproché trop près du feu. Et Dyatlov a des écorchures sur les chevilles et une entaille sur la paume de la main. Ça, on ne sait pas d'où ça pourrait venir. Mais là, je vous ai parlé que des 6 premiers. Il en reste encore 3. Et ces 3-là, ils ont été retrouvés avec les vêtements des précédents, et non les leurs, tous allongés près d'une rivière en contrebas du feu que les précédents ont fait, et ensuite tous morts par blessure mortelle, et j'insiste par mortelle, parce que le spécialiste Boris Voshrodeny déclare que ça n'a pas pu être causé par un autre être humain, parce que la force des coups était
extrêmement grandes. Le premier, Thibaut Brignol, aurait de multiples fractures sur le côté de son crâne. Une seconde, Dubinina, est retrouvée sans sa langue, ses yeux et une partie de ses lèvres, de son visage et de son crâne. Et le troisième, Zolotaryov, a le visage tellement abîmé que sa famille n'arrive même pas à l'identifier. Il n'y a aucun signe de lutte, de bagarre et aucune autre trace de pas que les leurs dans la neige. Ils étaient complètement seuls. Et c'est pas fini parce que c'est vraiment maintenant que c'est le plus fou. Il y aurait des sphères qui auraient été vues par d'autres randonneurs dans le ciel, dans la région durant le 1er janvier 1959. Et plus important, sur les cadavres les plus amochés, on a retrouvé des zones extrêmement radioactives sur une partie de leurs vêtements, tellement que ça dépasse même la dose légale en laboratoire. D'ailleurs, les zones radioactives sont seulement sur les vêtements et pas sur le corps, et seraient concentrées en rayon bêta, ce qui n'est techniquement pas possible parce que normalement en laboratoire, il devrait avoir un mélange de bêta, gamma, alpha, donc incompréhensible. Et là, c'est un... Sur un malentendu, ça aurait pu très bien être une avalanche, même si je doute que ça entaille des corps, arrache des yeux et laisse tous les cadavres en surface. Mais avec ces données, c'est complètement incompréhensible. Chacun des corps a des dommages différents, tous ont été pris d'une folie insoutenable avant de mourir d'hypothermie et on retrouve de la radioactivité sur les corps. En plus, là-dessus, la conclusion des enquêteurs est étrangement bâclée et trop simple, comme si quelqu'un leur avait forcé de faire cette conclusion. Ce serait à cause d'une force irrésistible et inconnue. Là-dessus, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a énormément de controverses sur cette affaire qui nous empêchent de démêler le vrai du faux. Par exemple, les premiers corps ont été retrouvés officiellement le 26 février 1959, alors que la date pénale de l'ouverture du dossier, c'est le 6 février 1959, comme si les institutions avaient cherché à gagner du temps pour trouver des explications qui pourraient satisfaire le public. Et encore mieux, un autre expert médico-légal nommé Toumanov a réétudié le dossier plusieurs années après et a réfuté la plupart des notes d'autopsie de Boris Vozrodeny, comme la mort par hypothermie qui n'est pas 100% sûre au vu de la couleur du sang et l'état de putréfaction des Maccabées. Avec ça, il écarte aussi complètement la théorie de l'avalanche ou d'attaque par autochtones. Il affirme que les lésions au visage de Dubinina et Zolotaryov ont été réalisées post-mortem par des animaux. Et par la suite, il exposera aussi de nombreuses erreurs faites par les experts soviétiques lorsqu'ils ont trouvé les corps. Et enfin, en écumant la plupart des articles russes qui en parlaient, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de ferraille dans la région du col de Dyatlov, pouvant directement découler de plusieurs essais nucléaires ou chimiques par les militaires de l'ex-URSS, ce qui expliquerait néanmoins l'aspect bronzé des Maccabées, ainsi que la radioactivité plutôt importante qui se trouve sur le col de Dyatlov et sur les vêtements des cadavres. Et on note aussi qu'il pourrait y avoir une certaine censure réalisée par les médias et les rapports d'autopsie de l'enquête, impliquant probablement des gens très haut placé. Et tout ça fait que c'est probablement une de mes affaires préférées, tellement les éléments sont tous incohérents et facilitent l'adoption d'une thèse paranormale. En tout cas, lire et relire les informations sur des médias russes m'aura bien mis en déroute. Et d'ailleurs, j'ai jamais été le seul à être en déroute, parce que la Russie aura mis jusqu'à 2020 pour coller une explication rationnelle à ce cas, une simple avalanche occultant lâchement tous les autres paramètres. Et depuis que cette affaire a été rendue publique, on dénombre même plus le nombre de vidéos qui relatent les faits. Il y a même un jeu nommé Kholat comme la montagne, qui serait directement inspiré du cas légendaire et horrifique, dont on n'aura plus jamais aucune explication. En 2016, un utilisateur de Reddit nommé Search and Rescue Woods a posté une de ses histoires personnelles sur le subreddit r/nosleep consacré aux anecdotes effrayantes des personnes. Le gars précise alors qu'il est un agent de recherche et de sauvetage pour les milieux forestiers, donc notamment des campings, etc., pour éviter que les gens s'évaporent en forêt sans jamais laisser de traces. Bref, il raconte quelques anecdotes sur des gens disparus qu'il a pu retrouver et d'autres qu'il n'a jamais pu retrouver sous certaines circonstances. Mais l'anecdote la plus étrange de ce post est incontestablement la dernière. Une chose tellement impossible à expliquer ou éviter que même les autres agents ne préfèrent pas en parler davantage et que ses supérieurs ont formellement interdit de dire aux gens extérieurs à l'agence de recherche et de sauvetage. En effet, ils doivent parfois couvrir des zones de recherche de plus de 40 km dans lesquelles ils tombent relativement souvent nez à nez avec des cages d'escaliers. Ces escaliers seraient alors juste des marches mais sans le bâtiment ou l'étage qui se trouve au bout, comme si ces escaliers ne mènent à nulle part. Et ils seraient de plusieurs sortes, en bois, en métal, des grands, des vieux, des modernes, ou encore même des colimaçons. L'utilisateur précise juste que ses supérieurs et les autres agents plus âgés lui interdisent formellement de s'approcher plus que nécessaire de ces cages d'escalier, et que c'était complètement normal. À ce jour, il ne sait même plus quand est-ce qu'il a rencontré le premier escalier, et que c'était devenu autant pour lui que pour les autres une chose commune de tomber dessus en pleine nature. Mais tout ce qu'il retient depuis qu'il fait ce métier, c'est qu'il a toujours eu l'intuition complètement instinctive
de ne devoir jamais, mais alors jamais, grimper ces escaliers. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a bien d'autres témoignages d'escaliers en pleine forêt, comme celui de ce Philippin ayant monté un escalier en pleine forêt pour échapper à un chien sauvage durant quelques minutes, durant son job de forestier. En redescendant, il est rentré simplement à son poste, comme tous les jours, pour apprendre qu'il s'est fait virer pour avoir été absent pendant plusieurs années. Là où il pensait qu'il était absent pendant 5 minutes sur les escaliers, il y est resté en fait 5 ans. Un autre témoignage se passe cette fois-ci en Suède, où une femme est tombée raide morte sur un escalier sauvage à cause d'une rupture d'anévrisme, tout simplement. Le dernier témoignage des années 1940 est celui d'un agent expert en santé des États-Unis qui, pendant 6 mois, a étudié la forêt parce qu'il y avait beaucoup d'animaux qui mouraient dans cette dernière et il voulait savoir s'il y avait un risque sanitaire pour les humains. Et c'est en faisant son job qu'il décrit avoir vu plusieurs escaliers placés anormalement en forêt, semblant par ailleurs bouger en pleine nuit puisqu'ils ne sont plus au même endroit du jour au lendemain. Heureusement que tout ça semble être l'extension d'une grosse creepypasta, mais c'est tellement lunaire et inexplicable que ça donne envie d'y croire. En tout cas, moi j'adore le concept. Après, personnellement, j'ai quelques expériences en forêt, et force est de constater qu'on n'a pas le phénomène stairs en France, parce que je suis jamais tombé dessus. Si on reste dans l'ordre de l'histoire, les escaliers pourraient être un phénomène paranormal induit par la forêt, pour faire disparaître tous les hommes qui les grimperaient, éliminant ainsi périodiquement tous ceux venant perturber la nature. En tout cas, l'anecdote des escaliers est très bien amenée par l'utilisateur de Reddit, en jonglant avec des histoires probablement réelles et le secret hérité d'agent en agent pour cet étrange phénomène. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai essayé d'assembler la vidéo avec 3 histoires qui m'ont marqué et que j'ai jugé assez intéressantes à raconter. En réalité, celle du col de Dyatlov, elle aurait pu faire l'objet d'une vidéo un peu plus longue, mais j'aurais basculé dans des délires complotistes ou extraterrestres que j'avais franchement pas envie de traiter dans cette vidéo-là. En tout cas, moi j'ai plutôt aimé l'affaire et découvrir les détails de certaines anomalies que je connaissais déjà de loin, mais que j'avais jamais plongé en profondeur. Et si jamais j'ai d'autres anecdotes sous le coude, si un jour j'ai pas trop le temps de faire une vidéo plus complexe, et si évidemment celle-ci vous a plu. De toute façon, je la verrai avec les stats un jour ou l'autre, si personne se manifeste en commentaire. Ceci dit, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, ce sera la dernière de cet été, et les 2 prochaines devraient arriver courant septembre-octobre, si je m'attelle un petit peu et si le master ne me prend pas trop de temps. Bref, merci d'avoir regardé, comme d'habitude vous êtes les meilleurs, et même si le monde extérieur pue sa mère, il y a plein de choses étranges et de rêves encore à découvrir, de choses à créer, d'histoires à écrire, donc continuez de rêver et d'être curieux, prenez soin de vous, et bonne rentrée.